infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je suis le super Katangé. Uhuru. Uhuru. Un super Katangais disparu depuis plusieurs décennies des radars de la communauté internationale. Et même si Laurent Désiré Kabila s'est illustré au milieu de la décennie 70 par l'enlèvement spectaculaire de plusieurs Américains pour faire parler de lui et financer son maquis des Wabora, où il règne en maître, il ne fait vraiment plus la une de l'actualité. On ne le considère plus comme une menace pour le pouvoir du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga. Et pourtant, c'est un événement tragique, un drame qui va secouer la planète entière et avec lequel il n'a aucun lien, qui va lui donner une seconde vie. RFI+, Diane Galliot. Bonjour à tous, il est 6h30 en temps universel, 8h30 à Kigali. À la une de l'actualité ce matin, la mort des présidents burundais et rwandais près de l'aéroport de Kigali cette nuit et puis des combats qui se poursuivent ce matin dans la capitale rwandaise. Et ce sera bien sûr le premier titre du journal Afrique Matin. Des combats qui vont faire près d'1 million de victimes. C'est le début du génocide rwandais avec son cortège de morts à l'arme blanche et l'un des plus importants déplacements des populations. Des Hutus qui fuient le Front patriotique rwandais FPR, arrivés dans le pays juste après le déclenchement des violences contre les Tutsis. Quelques instants après l'attentat sur l'avion du président Habyarimana. Ils s'enfuient vers le Zaïre voisin où ils vont s'installer dans un premier temps à la frontière, avant que les portes du pays leur soient finalement ouvertes grâce aux négociations entreprises par la communauté internationale qui, à l'occasion, déroule à nouveau le tapis rouge à Mobutu, qui depuis quelque temps était un paria que tous évitaient de recevoir. Le pestiféré à qui on refusait même le visa pour aller se soigner en Europe va à nouveau être courtisé. Mais cette situation des réfugiés Hutus à la frontière ne peut être que transitoire pour certains grands voisins du Congo. Et c'est en cela que le super Katangais, le Mzé comme on l'appelle dans son maquis, va se retrouver au centre de cette importante guerre stratégique. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. Après le terrible génocide qui a secoué le Rwanda et l'important déplacement des populations qu'il a entraîné, alors que le monde entier est encore sous le choc et essaie parfois maladroitement d'établir les responsabilités, une idée germe et prend forme dans l'esprit de deux hommes, deux chefs d'État. Le président Yoweri Museveni d'Ouganda et son protégé, celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir au Rwanda, Paul Kagame. Il faut pour leur sécurité éloigner le plus loin possible, vers l'intérieur du Zaïre, les réfugiés et les milices Hutus massés le long de leurs frontières. Il s'agit de repousser le plus loin possible la menace. Ce plan va être facilité par une autre préoccupation que partagent certains autres chefs d'État influents de la sous-région. Le président Mobutu, vieillissant, ne devrait pas mourir aux affaires parce que le pouvoir risque de tomber aux mains de collaborateurs pas très recommandables. Il ne faut pas donner l'occasion à ses proches de perpétuer ce régime. Ils sont donc un certain nombre les dirigeants qui s'accordent sur la nécessité de faire tomber le régime de Mobutu. Et même Washington adhère à l'idée de le voir partir, d'en finir avec le vieux maréchal. Surtout que les Américains sont de plus en plus intéressés par cette riche région des Grands Lacs dont le Zaïre constitue le cœur. Les États-Unis d'Amérique ont justement pour accomplir ce dessein des alliés qui ont leurs préoccupations à eux, l'Ouganda et le Rwanda. Et pour accomplir cette mission, il faut un homme, il faut une caution congolaise. Laurent Désiré Kabila fait l'affaire. C'est dans ces conditions qu'il réapparaît dans l'échiquier.
Nous avions posé la question au docteur Émile Lunga, un ancien chef gendarme katangais, qui a rejoint un peu plus tard ce mouvement à partir de l'Angola, de nous expliquer pourquoi le choix des dirigeants rwandais et ougandais, et même ceux qui étaient avec eux dans cette vaste opération, s'est porté sur Laurent Désiré Kabila. Parce que Kabila était au bon endroit et au bon moment. Il fallait absolument en finir avec la dictature de Kinshasa. Les pays limitrophes, à la tête et tous les dirigeants, dont le président Nyerere, à qui on a demandé la mission de trouver quelqu'un de valable pour conduire une lutte de libération qui devait être initiée par le Rwanda. Donc, Kabila n'a pas été choisi au hasard. Il vivait d'abord... C'était le meilleur parmi tous ceux qui étaient dans le maquis? C'était le plus ancien des combattants issus du soulèvement populaire insurrectionnel de Moulélé, qui est resté fidèle aux idéaux lumumbistes. Monsieur Chambouy Kalala, vous partagez ce point de vue? Le fait qu'on l'ait choisi, c'est le fait qu'il faut arriver à Kisangani. L'élément qui était là au Rwandais était atténué du fait de l'existence de Kabila, qui a su justement attirer tous les progressistes de l'époque et tous les démocrates pour le reconnaître et de dire qu'effectivement, dans ces mouvements insurrectionnels, c'est lui qui portait justement la responsabilité morale. Monsieur Chamlezo, vous étiez avec Laurent Désiré Kabila dans ce maquis. Vous avez été longtemps son collaborateur. Pourquoi est-ce sur lui que se porte le choix de tous ces dirigeants, notamment ceux du Rwanda et de l'Ouganda? Je vais vous dire une chose, et ça vient de Mzé. J'étais à La Vanne, quand commence la guerre de libération. Il y avait trois piliers essentiels. L'Ouganda, le Rwanda, l'Angola. Il n'y avait pas de communion idéologique entre l'Angola et le Rwanda. Il y avait une nécessité impérieuse, c'est de débarrasser de Mobutu. Donc Kabila avait déjà son noyau de maquis, qui a fait 32 ans d'épreuve. On n'a pas récupéré Kabila, on a dû s'appuyer sur Kabila pour arriver ici. C'est Mzé avec son organisation, sa ténacité de toujours. Je ne trahirai jamais le Congo. Quoi qu'il en soit, Laurent Désiré Kabila constitue, rassemble habilement quelques guérilleros et avec l'aide de ses alliés, il crée en septembre 1996 l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Au départ, ce mouvement est une pure extension du gouvernement et de l'armée rwandaise, avec en plus quelques officiers et soldats ougandais. Des forces étrangères qui profitent de cette couverture pour nettoyer dans le sang les camps des réfugiés Hutus proches de leurs frontières. Chamleso, ancien maquisard, un des collaborateurs de Laurent Désiré Kabila. L'idée de Museveni et même de Paul Kagame, c'était de créer un cordon sanitaire autour du Congo. Ils ont dit, attention, faisons peur à Mobutu, arrivons jusqu'à... Mais il ne faut même pas prendre Kisangani. Tout commence dans l'est du pays par la révolte des étudiants Banyamulenge, les Tutsis du Zaïre. C'est dans cette situation confuse que Laurent Désiré Kabila rentre dans la danse, qu'il déploie ses ailes. Il rassemble ses troupes et commence son inexorable montée vers le nord. En quelques mois, il va peu à peu sécuriser pour l'Ouganda toute une bande de terrain allant du nord Kivu à la frontière soudanaise. Bukavu est la première ville prise par la rébellion. Face à une armée zaïroise désorganisée, mal payée et mal formée, la rébellion avance vite, très vite. Les combats font rage dans le nord Kivu, provoquant le déplacement de 300 000 réfugiés qui fuient leur camp. En novembre 1996, le 4 exactement, le gouvernement de Kinshasa reconnaît qu'il ne contrôle plus les villes de Goma et de Bukavu. L'idée d'une intervention des forces étrangères pour voler au secours des réfugiés commence à circuler. La déclaration politique de Laurent Kabila, le leader des rebelles Tutsis, à défaut d'inciter à l'optimisme quant au sort du million de morts-vivants de Mugunga, a le mérite de fixer la ligne de conduite d'une alliance bigarrée que l'on sentait jusque-là aux mains des sols militaires. Kabila a un projet qui dépasse le contrôle du Kivu, renverser Mobutu et prendre Kinshasa, rien de moins. C'est notre objectif final. Dans combien de temps notre dans 10 ans ou je pense que dans moins d'une année. Kabila a donc aussi une exigence, la reconnaissance internationale de son mouvement et de sa cause, préalable à toute arrivée ici d'aide humanitaire, à tout accès à ceux des camps qu'il contrôle, à toute intervention d'une force multinationale qu'il exige impartiale, c'est-à-dire sans la France. La France, vous le connaissez autant que moi. La vie du peuple français, je ne sais pas. Mais en tout cas,
le gouvernement français n'est pas du tout impartial. En attendant, hier soir, après son point de presse, à mi-chemin entre la séduction et la fermeté, Laurent Kabila a ordonné à ses militaires de reconduire les journalistes à la frontière. Il a fallu les déjouer pour pouvoir rester ici. À Goma, Luc Lemonnier, France Inter. La probabilité d'une intervention de la France est donc exclue pour le chef rebelle. Cela, Laurent Désiré Kabila ne peut l'admettre. Surtout pas la France. Et les mots pour le dire sont sans équivoque. La communauté internationale est très réticente. Ce matin, par exemple, le ministre britannique de la Défense a dit que Londres n'enverrait probablement pas de troupes dans l'est du Zaïre. Cet après-midi, on a appris que le Danemark, la Suède et la Finlande avaient décidé de ne pas envoyer de soldats au Zaïre, préférant, je cite, concentrer leurs efforts sur l'aide humanitaire. Et puis je vous rappelle quand même la position des États-Unis qui ont dit ce week-end qu'ils n'avaient pas encore décidé, qu'il fallait qu'ils réfléchissent. Bref, en dehors de la France et de quelques pays africains, personne n'a vraiment dit formellement oui, nous enverrons des troupes au Zaïre. Et le paradoxe ce soir, c'est que les rebelles Tutsis qui tiennent Goma et Bukavu veulent de tous les pays, sauf de la France. Le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, l'a dit très clairement à Luc Lemonnier. Le gouvernement français n'est pas du tout impartial. Ce que j'aimerais dire à M. Chirac, que la politique du gouvernement français est totalement injuste à l'égard de notre pays, de notre peuple pendant plusieurs années. Et les autorités françaises doivent venir du côté du peuple qui se révolte contre les hommes de paille, Mobutu, et toute sa classe politique autour de lui. Et je demanderai aussi au peuple français, êtes-vous prêts, vous Français, de prendre Mobutu et toute sa clique pour aller diriger ne fût-ce qu'une région de la France, parce que ce sont de meilleurs dirigeants? Alors on vous en donnera ces hommes pour rien sans même un franc français à payer. Le peuple n'en veut plus. Dans cette affaire, les États-Unis d'Amérique, anciens alliés de Mobutu, semblent avoir définitivement choisi leur camp. Pour eux, pas question d'une force d'interposition ou de sécurisation. Oui, c'est vrai, depuis le début, les États-Unis bloquent le déploiement d'une force de sécurisation des couloirs humanitaires au Kivu, seule solution immédiate au drame. Au moment de la proposition française d'une force de 5000 hommes, c'était, dit-on, compréhensible quand l'Amérique était dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle. Mais la chose faite, Bill Clinton réélu, rien n'a changé. Les États-Unis ont posé pas moins de 30 questions aux Français sur l'opération. Paris a répondu, mais cela n'a pas suffi pour convaincre, et les délégués américains à l'ONU redisent à l'envi dans les couloirs que le dossier africain n'est pas prioritaire à Washington. À New York, on aurait donc décidé d'attendre. On parle donc du 20 novembre. Et c'est vrai que la France, initiatrice, a besoin de l'appui des États-Unis, non seulement à cause de son poids sur la scène internationale, mais aussi afin d'éviter les susceptibilités locales et que, comme en 94, au moment de l'opération turquoise, les uns ou les autres ne puissent dénoncer une intervention des anciennes puissances coloniales. Mais l'opération française ne peut se passer des Américains pour des raisons également logistiques. Les troupes, mais aussi les transports. En attendant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit donner le feu vert, est paralysé. L'Organisation de l'Unité africaine a déjà montré son impuissance et les émissaires européens en sont réduits à des incantations à la raison sans grand résultat. Et pour ne pas simplifier les choses, le Zaïre dénonce d'avance toute éventuelle négociation entre les rebelles et les organisations humanitaires. Le Zaïre parle de trahison. L'ONU autorise alors un déploiement d'une force multinationale. Rien n'y fait. Les forces de l'Alliance prennent du terrain. Mobutu, qui se trouve en convalescence à Genève, comprend enfin que son armée est confrontée à de réelles difficultés. Et pour la première fois, il accepte de s'exprimer sur ces événements. On m'a poignardé dans le dos. C'est pas gai. Je n'ai pas apprécié, mais bref, les choses sont claires. L'agression est là. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. Madame Colette Brackman, vous qui êtes la spécialiste de l'ex-Zaïre au quotidien belge Le Soir, vous qui avez longtemps fréquenté pour votre travail, bien sûr, le président Mobutu, lorsqu'il dit qu'il a été poignardé dans le dos, à qui fait-il allusion? Qui c'est celui qui l'a poignardé dans le dos? Les mêmes États-Unis qui avaient mis Mobutu en selle sont ceux-là qui ont décidé de le renverser et qui ont encouragé les pays de la région à intervenir dans ce sens. Dans la capitale Kinshasa, au cours du même mois de novembre, le maréchal Malat est confronté à une autre fronde,
celle des étudiants qui ont décidé de se faire entendre, de dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Une agitation pas si innocente et pas si anodine que cela, selon certains. 2 universités de Kinshasa, l'ISC et l'ISTA, ont été évacuées la nuit dernière. Les soldats ont chassé les étudiants entre 3 et 4 heures du matin. Ils bouclent maintenant l'accès des 2 instituts. Jean-Pierre, président des étudiants de l'ISTA. À partir de 3 heures du matin, nous étions là et les militaires sont descendus. D'abord, ils ont assiégé le millier. Alors nous étions vraiment tous surpris. Les autres dormaient, les autres étaient debout. Alors ils sont entrés, ils nous ont contraints de sortir pour déguerpissement forcé. Nous sommes maintenant réfugiés dans le cas de la cathédrale de Notre-Dame, chez les missionnaires. Nous sommes encore surpris en voyant 2 pageurs à notre recherche, plus de militaires. Alors vous les voyez. En cette fin d'année 1996, le climat politique est des plus chauds au Zaïre. Même si le gouvernement de Léon Kengo Wadondo annonce une réplique foudroyante pour enrayer la progression des troupes rebelles, les soldats de Kabila continuent de gagner du terrain. Mais cette déferlante atteindra-t-elle son nouvel objectif Kinshasa? Le maréchal Papa Mobutu Sese Seko Kwendu Wazabanga, qui en a vu d'autres pendant une trentaine d'années, va-t-il ainsi se laisser arracher son pouvoir par un maquisard qui avait disparu depuis plusieurs décennies dans le maquis de l'Est? Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. Mais avant de nous séparer, voici le désormais traditionnel moment du jeu qui... ans à pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Harry Hippolyte Kanambe, le fils de Tof Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Togoti Kapete, Togozonga Pe Simate.